Bienvenue à Minuit Mystère. Ce soir, Miss Marple est confrontée à un secret terrifiant sous le village. Une mort soudaine, une ombre menaçante et une vérité que personne n'ose révéler. Écoutez-vous tard le soir ou pendant votre thé du matin. Maintenant, fermez le rideau et laissez le mystère commencer. Le soleil de septembre s'attardait sur St. Mary Mead, répandant une lumière dorée sur la verdure de l'église, où battait son plein la fête annuelle des récoltes. Des tables avaient été dressées avec des pots de miel, des pains croustillants et des pommes soigneusement polies, scintillantes comme des joyaux. Les enfants se précipitent entre les stalles, serrant des bonbons à 1 sou, tandis que leur mère s'occupe de la disposition des fleurs au pied de la chaire. Le village avait toujours misé sur l'apparence, et cette année ne fit pas exception. L'église, avec son haut clocher gris qui projetait une ombre étirée sur la place, était au cœur des réjouissances de la journée. Ces cloches avaient sonné joyeusement ce matin-là, appelant les fidèles au culte, et maintenant, ils semblaient observer en silence les rires et les bavardages. Parmi la foule, Miss Jane Marple était confortablement assise sur un banc en bois, les mains soigneusement jointes sur son sac à main noir. Elle arborait son expression habituelle de politesse attentionnée, même si son regard perçant ne manquait rien des regards inquiets du jeune vicaire sur ses ouailles, de la langue acérée de Madame Priest Ridley corrigeant la disposition des chrysanthèmes et du visage rouge du colonel Denham après son 3e verre de cidre. Autant de scènes villageoises parfaitement ordinaires, mais Miss Marple savait mieux que quiconque avec quelle rapidité l'ordinaire pouvait devenir extraordinaire. La journée se poursuit avec tombola, discours et remise de prix. Pourtant, à la tombée de la nuit et l'allumage des lanternes, un malaise s'insinua. La chorale se rassemblait pour les vêpres, lorsqu'un cri strident retentit derrière la porte de la sacristie. Les conversations s'interrompirent. Quelqu'un laissa tomber un plateau de tasse. Une vague de murmures parcourt la foule. C'est Madame Clegg, la femme de ménage, qui s'est écriée, les mains tordues, pâle comme du lait. « Oh là là, c'est Monsieur Howard, le beau !» s'exclama-t-elle. Il est allongé par terre, immobile. La stupeur fut immédiate. La joyeuse fête se transforme en confusion tandis que les gens se ruent vers la sacristie. Le révérend Leonard Goodwin, jeune et sérieux, tenta de rétablir l'ordre, mais en vain. La foule s'avança, avide d'aperçus, bourdonnant de spéculations avant même que les faits ne soient bien connus. Miss Marple, quant à elle, ne se pressait pas. Elle se leva avec un calme prudent et suivit les autres à l'intérieur. Ce qu'elle vit suffisait à faire taire les plus bruyants. M. Howard, le bedeau de longue date, gisait affalé sur le sol de pierre, sous l'étroite fenêtre, le visage tourné vers l'ombre menaçante du clocher. Un calice brisé brillait à côté de lui, reflétant la lumière de la lanterne tel un éclat d'accusation. Le village de St. Mary Mead, si joyeux quelques instants auparavant, se trouvait au bord d'une autre histoire qu'il n'avait pas demandée mais qui, Miss Marple le savait, se déroulait déjà tranquillement. La sacristie resta bondée longtemps après que le corps immobile de M. Howard eût été porté avec révérence dans la chambre voisine. Le révérend Goodwin, pâle et secoué, tenta de congédier l'assemblée, les exhortant à rentrer chez eux en attendant l'arrivée du médecin. Pourtant, personne ne souhaitait vraiment partir. La curiosité s'accrochait aux villageois comme le lierre à la pierre, serrant ses vrilles plus fort à chaque spéculation murmurée. Madame Price Ridley fut la première à retrouver sa langue. « J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose d'étrange chez M. Howard, déclara-t-elle, sa voix aiguë coupant les murmures. Trop calme, et il aimait s'attarder à l'église aux heures où les honnêtes gens dorment. Croyez-moi, il gardait des secrets. »« Des secrets ?» répéta mademoiselle Hartnell, ajustant son pince-nez avec une énergie nerveuse. « Absurde, Price Ridley. C'était une créature aussi douce que possible. Mais les accidents arrivent. Peu hâté-il trébucher sur ses propres pieds, le pauvre homme, et s'est cogné la tête. »« Des accidents ?» renifla Madame Price Ridley. « On ne meurt pas de maladresse, mademoiselle Hartnell. » Le colonel Denham, large d'épaules, et rouge de cidre et d'indignation, s'avança. Malheureusement, toutes ces rumeurs, avant même que les faits ne soient ni connus, tonnaque-t-il. L'homme n'est pas froid, et nous voilà à parler de secrets et d'accidents. Mieux vaut laisser les autorités s'en occuper. Mais même la voix du colonel ne parvint pas à calmer le flot de conjectures. Madame Clegg, tremblante mais savourant cette rare attention, répéta le récit de sa découverte de M. Howard allongé là, le calice brisé à côté de lui. Elle insista à plusieurs reprises sur le détail du calice, son regard se portant vers son auditoire comme pour l'approuver. Pour elle, le vase brisé était la preuve d'un danger imminent. Le docteur Haydock, appelé promptement,
arriva bientôt et se fraya un chemin à travers la foule. Il se pencha sur le corps avec un détachement professionnel, murmurant entre ses dents en examinant le visage blême du bedeau. Finalement, il se releva, les sourcils froncés. « Étrange », murmura-t-il. « Très étrange, en effet. »« Qu'y a-t-il, docteur » demanda le révérend Goodwin en se tordant les mains. Était-ce son cœur ? Le médecin hésita. Presque. Son cœur était en assez bonne santé, à ma connaissance. Mais il secoua la tête. Il faut attendre des examens plus approfondis. Pour l'instant, je peux seulement dire que les circonstances sont inhabituelles, que mots inhabituels propagés, comme des étincelles dans l'herbe sèche. Les villageois l'emportèrent hors de l'église et dans les ruelles éclairées de St. Mary Mead, la répétant avec délectation. Lorsque les premières étoiles percèrent le ciel du soir, tout le village bourdonnait de théories. Dans les cuisines, les salons et les pubs, les langues se délinent furieusement. À l'auberge du Sanglier Bleu, Maître Symington, l'avocat, se pencha par-dessus le comptoir pour se confier à Maître Petrick, le propriétaire. « Inhabituel, dit le médecin. Croyez-moi, cela signifie un acte criminel. Howard devait savoir quelque chose de dangereux. »« Dangereux » répéta Petrick en polissant un verre. « Howard » Eh bien, cet homme était plus occupé à polir des chandeliers en laiton qu'autre chose. Quel danger pouvait-il y avoir là-dedans ? Des chandeliers ? Symington renifla. Vous sous-estimez ce que les hommes cachent sous une apparence tranquille. Je l'ai vu assez souvent au tribunal. À l'autre bout du bar, le jeune Tommy Pierce murmura avec enthousiasme à ses compagnons. « J'ai entendu dire que c'était du poison, insista-t-il. Une goutte s'était glissée dans son cidre au festival. C'est pourquoi il s'était effondré. » Ses compagnons haltèrent, excités, terrifiés. La vérité importait peu comparée au drame de l'histoire. Pendant ce temps, dans le salon de Madame Inbantry, un petit cercle de dames s'était réuni avec leurs tricots. « Le calice est la clé, déclara mademoiselle Hartnell. Madame Clegg dit qu'il était brisé à côté de lui. Peut-être était-il en train de le polir et avait inhalé une substance infecte. Absurde, répondit Madame Price Ridley. C'était une lutte, évidemment. Quelqu'un l'a frappé. Qui ? Je ne peux pas encore le dire, mais je n'exclurai pas cet horrible monsieur Giles qui a emménagé dans le cottage au printemps dernier. Nous ne savons rien de lui. La jeune épouse du révérend, Madame Goodwin, joignit les mains. « Oh, ne dites pas de telles choses. Penser à un meurtre dans notre village me glace le sang. Pauvre monsieur Howard, il était toujours si courtois. »« La courtoisie est un masque, » rétorqua Madame Price Ridley. « On ne connaît jamais vraiment les profondeurs de l'abîme. » Tandis que le village se livrait à des spéculations, Miss Marple était assise tranquillement près du feu de son salon. Elle avait décliné les invitations à se joindre aux diverses petites réunions, préférant sa propre compagnie et ses aiguilles à tricoter, qui cliquent doucement pendant qu'elle travaillait. À première vue, elle était absorbée par ses points, mais son esprit ruminait sans cesse les fragments qu'elle avait observés. Elle se souvenait du récit tremblant de Madame Clegg, du calice brisé et de l'expression du visage du docteur Haydock. Elle considérait le bedeau comme un homme dévoué à ses devoirs, ponctuel et doux, qui servait l'Église fidèlement depuis des années. Pour la plupart, c'était un personnage ordinaire, mais Miss Marple savait que les personnages ordinaires réservent souvent les plus curieuses surprises. Elle songea aussi à la nature humaine, à la fréquence à laquelle de petites rancœurs couvaient sous la surface de la vie villageoise. Un affront insouciant, une vieille jalousie, une vérité maladroite entendue par hasard de telles choses pouvaient s'envenimer, invisibles, jusqu'à éclater avec une violence choquante. Et malgré les spéculations frénétiques des autres, Miss Marple pressentait que cette mort, gisant à l'ombre du clocher, avait des racines plus profondes qu'un simple accident. Ses yeux bleus perçants scintillèrent, tandis qu'elle posait une autre maille. Elle n'avait pas encore de réponse, seulement des intuitions. Mais ces intuitions suffisent souvent, avec de la patience. Le lendemain matin, à St. Mary Mead, une épaisse brume s'accrochait aux haies et étouffait les bruits du village. Pourtant, le brouillard ne parvenait pas à calmer les voix qui s'échappaient des chaumières comme des boutiques. Toutes les conversations, quelle que soit leur origine, ramenaient inévitablement au même sujet, la mort de M. Howard. Le laitier, en tournée, fut arrêté pas moins de 6 fois pour raconter ce qu'il avait entendu d'un individu présent. À la poste, Mademoiselle Hartnell exigea qu'un télégramme soit envoyé à sa cousine de Bath, car elle devait être au courant de ces horreurs. Même les enfants, se rendant à l'école à pied, parlèrent avec enthousiasme de poisons, de vols et d'étrangers et mystérieux.
Au presbytère, le révérend Goodwin était confronté à un problème délicat. Assis à son bureau, il fixait le sermon du dimanche, à moitié rédigé. Sa foi le poussait à parler de réconfort et de divine providence, mais l'ombre du soupçon pesait lourdement sur lui. Ses ouailles attendaient de lui calme, rassurant, sûr de lui. Mais il était jeune, encore incertain de son rôle, et la tragédie minait sa confiance. Sa femme, Margaret, tenta de le rassurer. « C'était peut-être son heure, dit-elle doucement. Dieu nous appelle quand il le veut. » Le révérend secoua la tête. « Peut-être. Mais alors pourquoi le docteur Haydock avait-il l'air si troublé? Je crains que ce ne soit pas la fin aussi simple que nous l'espérions. » En milieu de matinée, la police arrive de Much Benham, menée par l'inspecteur Crail, un homme corpulent aux manières vives et à l'approche pragmatique. Il interrogea d'abord Madame Clegg, notant chaque frémissement de son récit, puis reporta son attention sur le révérend et son épouse. Les villageois observèrent avec fascination, le cou tendu, l'inspecteur se déplacer dans l'église. « Accident », ont déclaré certains. « Un meurtre », insistèrent d'autres. « Un vol qui a mal tourné », suggéra une autre voix. Mais au milieu de tout ce bruit, les observations calmes de Miss Marple restèrent les siennes. Elle écoutait, notait, se souvenait. Et tandis que la brume se dissipait du village, les premières esquisses d'un motif se formèrent dans son esprit. Elle ne dit rien pour l'instant. Mais elle observerait et elle attendrait, car la vérité, elle le savait, était rarement loin de la surface, pour peu qu'on ait la patience de la voir. La brume s'accrocha obstinément à St. Mary Mead tout au long du jour suivant, comme si le village lui-même souhaitait garder ses secrets. Les cloches de l'église restèrent silencieuses, leur silence contrastant fortement avec les voix étouffées qui emplissaient les ruelles et les salons. Où que l'on se tourne, la conversation revenait toujours à la mort de M. Howard, échafaudant des théories toujours plus élaborées, toutes plus fantaisistes les unes que les autres. L'inspecteur Crail avait déjà fait sentir sa présence dès le matin. Il s'installa dans la sacristie où le bedeau était tombé et en fit le centre des opérations. Avec son épais carnet et son ton brusque, il dégageait une autorité qui impressionne certains et irritait d'autres. Les villageois, bien que respectueux, le considèrent avec suspicion, car l'inspecteur Crail était un étranger, et des étrangers ne pouvaient saisir le réseau complexe de relations et de rancunes qui sillonne St. Mary Mead. Miss Marple, quant à elle, vaquait à ses occupations avec la même discrétion que d'habitude. Elle s'arrêta chez l'épicier pour récupérer son paquet de thé et de biscuits, échangea quelques mots polis avec le boucher au sujet de la hausse du prix du mouton, puis retourna flâner dans la rue principale, son sac à tricot se balançant doucement au bras. Aux yeux de tous, elle apparaissait comme d'habitude, vieille fille distinguée qui occupait son temps avec de petites tâches ménagères. Pourtant, sous son air calme, ses pensées se tournaient sans cesse vers M. Howard. Chez l'épicier, elle avait entendu Mme Price Ridley dire à M. Symington que le bedeau avait été aperçu 2 jours auparavant, parlant à voix basse à un inconnu près du portail du cimetière. Un grand individu en habit sombre, avait-elle insisté. Pas l'un des nôtres, j'en suis sûr. M. Symington avait hoché la tête solennellement, mais Miss Marple avait remarqué la faible lueur dans son regard, celle d'un homme heureux d'entendre quelque chose qui confirmait ses soupçons de conspiration. Mademoiselle Marple avait soigneusement gardé cette remarque. On ne sait jamais quel morceau pourrait convenir plus tard. La police n'a pas perdu de temps pour convoquer le docteur Haydock afin d'obtenir une déclaration plus formelle. Le médecin, robuste et pragmatique, n'appréciait guère d'être impliqué dans des affaires officielles. Pourtant, son récit était assez franc. Howard n'était pas mort de cause naturelle, hâtait s'il déclarait à l'inspecteur Crail. Il présentait des ecchymoses à l'arrière du crâne et une marque à la tempe suggérant un coup. Pas concluant, certes, mais très suggestif. La nouvelle se répandit avant midi. « Un dias, coup dur », murmurèrent les gens, scandalisés. Le temps qu'elle parvienne à la poste, le détail s'était transformé en plusieurs coups, cruels et délibérés. Miss Hartnell le raconta avec une telle délectation qu'on aurait dit un passage d'un de ses romans à sensation préférée. Et l'ombre s'épaissit sur le village. Miss Marple, réglant ses factures au même guichet, ne fait aucun commentaire. Elle se contenta de demander sa monnaie en petites pièces, souriant doucement en les glissant dans son porte-monnaie. Pourtant, son esprit s'attarda sur le détail de la contusion. On oubliait souvent combien un simple coup, porté avec précipitation ou désespoir, pouvait facilement avoir des conséquences fatales. Elle l'avait constaté des années auparavant, dans un village voisin, lorsqu'une dispute à propos de poules s'était soldée par la mort d'un homme près de son poulailler.
Ce n'était pas toujours la méchanceté qui menait à la tragédie, mais plutôt une colère soudaine, une poussée imprudente, une main trop lourde. Dans l'après-midi, l'inspecteur Crail commença sa tournée, visitant les chaumières et les maisons pour interroger les villageois. Il posait des questions directes, son crayon griffonnant rapidement la page. La plupart des gens répondaient avec indignation à l'idée que des soupçons puissent peser sur eux. Certains, cependant, semblaient presque impatients de partager ce qu'ils savaient ou pensaient savoir. Le colonel Denham insista pour recevoir l'inspecteur dans son bureau où des carafes étaient reprêtes. Howard était un homme plutôt bien, déclara le colonel. Il n'avait pas le sens de la conversation, mais il assurait le bon fonctionnement de l'Église. Je ne vois pas comment quiconque puisse souhaiter sa mort. Pourtant, Miss Marple, ayant plus tard des nouvelles de Madame Bantry, remarqua que le colonel avait évité de parler de l'incident survenu lors de la fête, où Howard lui avait refusé l'accès à la sacristie, invoquant un règlement de l'Église. Le colonel avait alors fulminé et le bedeau était resté ferme. Une petite affaire, peut-être, mais d'après la longue expérience de Miss Marple, les petites choses laissaient souvent de grandes ombres. Chez Madame Bantry, l'inspecteur reçoit un flot de ragots déguisés en informations. Madame Bantry elle-même, expansive et désireuse de se rendre utile, répéta les histoires des prétendues excentricités d'Howard, son habitude de se rendre au cimetière la nuit, son penchant à enregistrer les noms des registres paroissiaux, son polissage méticuleux du calice et des chandeliers. « Ce sont toujours les plus discrets, inspecteur, » conclut-elle d'un air triomphant. « Il se pourrait bien qu'il ait caché quelque chose depuis le début. » Miss Marple, venue apporter un pot de confiture de framboise, écoutait poliment. Elle ne manqua pas le léger sourire qui caressa les lèvres de l'inspecteur Crail amusement ou irritation. Elle l'ignorait. Mais elle remarqua aussi qu'il notait soigneusement chaque mot dans son carnet. D'après elle, les policiers sous-estiment souvent la valeur des ragots. Ils les notaient parce que la procédure l'exigeait, mais ils les pesaient rarement à leur juste valeur. Et pourtant, les ragots, comme la fumée, étaient souvent signe d'incendie. Ce soir-là, Miss Marple fut invitée à prendre le thé avec Madame Goodwin au presbytère. Margaret Goodwin tremblait encore, ses mains tremblant nerveusement au-dessus des tasses. « C'est épouvantable, Miss Marple, tout simplement épouvantable, dit-elle. Pensez qu'une telle chose puisse arriver ici. Pauvre Monsieur Howard, il était si fiable. Léonard est hors de lui. Il craint que la congrégation ne le lui reproche. » Le regard de Miss Marple s'adoucit. « Votre mari est jeune, ma chère, et porte une lourde responsabilité. On ne lui en voudra pas, même si, dans leur chagrin, on peut dire des bêtises. La mort de M. Howard n'est pas imputable au vicaire. » Margaret soupira. « Mais pourquoi lui souhaiterait-on du mal? Il était si inoffensif. » Miss Marple prit une gorgée de thé, son regard s'arrêtant brièvement sur le chêne poli de la table du presbytère. « Ce sont souvent les personnes inoffensives qui tombent sur des vérités blessantes, » murmura-t-elle. « Il faut se demander ce que savait M. Howard, et qui pourrait être troublé par cette connaissance. » Margaret parut surprise, mais avant qu'elle puisse répondre, le vicaire lui-même entra, l'air grave. Il fait un signe de tête poli à Mademoiselle Marple, mais sans perdre une seconde. Il était clair que le fardeau pesait lourd sur lui, et il n'avait guère l'énergie de spéculer. Miss Marple respecta son silence. Elle avait connu de nombreux ecclésiastiques qui portèrent le deuil de leurs paroissiens comme s'il s'agissait du leur. Plus tard, rentrant chez elle sous le crépuscule qui s'épaississait, Miss Marple laissa ses pensées vagabonder. Les lumières du village brillaient chaleureusement à travers les fenêtres des chaumières. Mais sous ce confort apparent, elle sentait la tension monter. Chaque mot murmuré, chaque rumeur, chaque regard en coin, était un fil supplémentaire dans le tissu des soupçons. Elle se souvint de l'insistance répétée de Madame Clegg sur le calice brisé. Pourquoi le mentionnait-elle avec tant d'insistance? Était-ce parce que cette vision l'avait choquée, ou parce qu'elle y trouvait une signification? Ou peut-être parce qu'elle voulait que les autres y croient? Miss Marple sourit faiblement. On insistait rarement sur des détails sans raison, même si cette raison n'était pas toujours celle qu'on imaginait. Et puis il y avait l'étranger à la porte du cimetière. Les villageois remarquaient toujours les étrangers. Ils étaient comme des cailloux jetés dans un étang calme, dont les ondulations se propagent vers l'extérieur. Pourtant, les étrangers étaient souvent des fantômes commodes sur lesquels accrochaient ses peurs. Miss Marple ne doutait pas que cette mystérieuse silhouette deviendrait plus une ombre qu'une réalité une fois mise à l'épreuve. Mais pour l'instant, elle ne dit rien. Elle continuerait d'écouter, d'observer, de ramasser les miettes que les autres oubliaient. La vérité, elle le savait, se trouvait rarement dans les déclarations, mais dans les hésitations,
les rires nerveux, les remarques désinvoltes qui passaient inaperçues. En arrivant au portail de son jardin, elle s'arrêta, jetant un coup d'œil au clocher qui se découpait faiblement dans le ciel nocturne. Son ombre couvrait le village, et quelque part dans cette ombre se trouvait la réponse. Miss Marple resserra son châle sur ses épaules et entra. Demain apportera d'autres discussions, d'autres révélations, peut-être même d'autres tragédies. Mais elle serait prête, car elle avait déjà commencé à apercevoir le vague dessin d'une maille se former discrètement sur un tricot, et, bien assez tôt, elle prendrait forme. Le lendemain, l'aube s'éclaircit, la brume se levant enfin de Sainte-Mary-Mead, même si l'ambiance du village restait pesante. Le soleil, dorant le clocher et réchauffant les ruelles pavées, semblait presque indécent face au sombre murmure qui continuait de circuler. Pour tous les villageois, la question n'était plus de savoir si M. Howard était mort naturellement. Le diagnostic de contusion du docteur Haydock avait mis fin au débat, mais plutôt de savoir qui parmi eux avait bien pu commettre une telle chose. L'inspecteur Crail, pragmatique et réfléchi, n'a pas perdu de temps pour orienter les soupçons. À ses yeux, la réponse était claire. Opportunité, mobile, moyen. Il était convaincu que le suspect le plus évident était généralement le bon, et il avait déjà arrêté son choix sur un nom. Madame Clegg annonçait ce matin-là au sergent Wilkins, son assistant sérieux mais dénué d'imagination est trop bien placé. Elle a découvert le corps, insiste pour mentionner le calice et a régulièrement accès à la sacristie. Les femmes de ménage en savent toujours plus qu'elles ne l'avouent. Le sergent Wilkins hocha la tête avec docilité, même si ses sourcils se froncèrent. « Elle est nerveuse, monsieur. Elle a l'air plus effrayée que coupable, à mon avis. » Crail renifla. La peur est souvent un signe de culpabilité. On verra bien. Madame Clegg fut convoquée pour interrogatoire à la salle paroissiale, et la moitié du village s'arrangea pour être à proximité lorsqu'elle arriva, pâle et tremblante, les cordons de son tablier flottant au vent. Miss Marple, qui livrait par hasard un panier de pommes pour la collecte des récoltes, observait depuis le coin de la pièce avec son air habituel de calme et d'innocuité. Les questions de l'inspectrice étaient directes. Pourquoi était-elle entrée dans la sacristie? Elle s'était disputée avec M. Howard, n'avait pas été réprimandée un jour pour avoir laissé les chandeliers éteints? Madame Clegg protesta avec véhémence, la voix tremblante. « Je ne l'ai jamais touché. Je suis allé ranger le linge seulement après les vêpres, et il était là, étendu, immobile. Oh, monsieur, je ne ferai jamais de mal à personne. » Ses mains se tordirent d'agitation et, à un moment donné, elle fondit en larmes, ce qui ne sembla que renforcer les soupçons de Crail. Miss Marple, cependant, remarqua quelque chose d'assez différent. À travers ses larmes, Madame Clegg répétait sans cesse sa mauvaise réputation et la façon dont les gens étaient toujours prêts à la critiquer. C'était l'appel de quelqu'un habitué depuis longtemps à la suspicion, mais qui ne la méritait pas forcément. Miss Marple avait déjà observé de tels schémas, où la culpabilité était présumée simplement parce que la personne était opprimée. Pendant ce temps, d'autres suggérèrent rapidement d'autres suspects. Le colonel Denham, interrogé, déclara haut et fort que Howard avait été un homme têtu, toujours à s'immiscer. Il raconta, avec plus de vivacité que de précision, l'incident survenu lors de la fête, lorsque Howard lui avait refusé l'entrée de la sacristie. D'une autorité infernale, le colonel grogna. Il ne serait pas surpris que la moitié de la paroisse lui en veuille. Son attitude était impudente, mais son visage rougissant trahissait que la querelle était toujours vive. Madame Bantry, bavardant plus tard derrière la haie de son jardin, confia à mademoiselle Hartnell. « À mon avis, le colonel s'est emporté cette nuit-là. C'est un homme impétueux, et Howard n'était pas du genre à reculer. On aurait facilement pu en venir aux mains. » La théorie se répandit rapidement et le soir venu, le nom du colonel était sur autant de lèvres que celui de madame Clegg. L'inspecteur Crail, cependant, préférait la simplicité de la femme de ménage. Un colonel pouvait fanfaronner, mais le meurtre était indigne d'un homme de son rang. Du moins le pensait l'inspecteur. Miss Marple, sirotant son thé au salon des Bantry, pensait autrement. La position sociale ne protégeait pas la fragilité humaine. L'orgueil, le ressentiment, la dignité blessée étaient des motivations aussi puissantes que la cupidité ou la peur. Une nouvelle rumeur circula concernant le nouveau résident, M. Giles, qui avait loué ce printemps-là la maisonnette recouverte de lierre à la périphérie du village. Homme d'origine incertaine, solitaire par nature, il n'avait guère cherché à se faire aimer de ses voisins. Ses voyages occasionnels à Londres, conjugués à sa réticence à participer aux activités paroissiales, en faisaient un sujet de suspicion facile.
J'ai toujours dit qu'il y avait quelque chose de louche chez cet homme, proclama Madame Price Ridley avec délectation. Il ne va jamais à l'église, est réservé et fume ses horribles cigarettes étrangères. Croyez-moi, c'est lui qui a semé le trouble à Saint. Mary Mead, maître Symington, l'avocat, appuie sa théorie par un artifice juridique. Howard, en tant que bedeau, avait les clés de l'église. Giles souhaitait peut-être y conserver quelque chose de valeur. Devant le refus de Howard, Giles le réduisit au silence. L'histoire semblait assez plausible aux amateurs d'intrigue, et bientôt M. Giles fut regardé d'un mauvais œil chaque fois qu'il apparaissait au village. Il la supporta avec un dédain discret, mais Miss Marple, l'observant depuis le portail de son jardin un après-midi, remarqua la lassitude de l'homme. Non pas la lassitude de la culpabilité, songea-t-elle, mais la lassitude d'un homme trop souvent incompris. L'inspecteur Crail poursuit son enquête, interrogeant commerçants, enfants et même le laitier, mais son filet ne fait aucune prise définitive. Trop d'histoires, trop peu de faits, grommela-t-il en refermant son carnet avec un claquement sec. Mais je ne me laisserai pas tromper par les ragots du village. Madame Clegg reste notre meilleure piste. Pendant ce temps, Miss Marple se mit à tricoter avec plus d'ardeur que d'habitude, ses aiguilles cliquetant comme si elles suivaient le rythme de ses pensées. Elle repensa à chaque suspect tour à tour Madame Clegg, trop timide et désireuse de laver son nom, le colonel Denham, trop prompte à irriter M. Giles, trop distante, mais peut-être pour des raisons étrangères au crime. Elle remarqua l'air distrait du révérend Goodwin, les regards inquiets de sa femme, l'empressement de l'avocat Symington à élaborer des théories légalistes. Dans tous ces cas, elle percevait des faiblesses humaines, mais la faiblesse n'était pas toujours synonyme de culpabilité. Elle se souvenait aussi de détails, le dévouement d'Howard à ses devoirs, sa tenue rigoureuse des registres paroissiaux, sa tendance à s'attarder près du cimetière. Ceux qui s'attardent voyaient souvent des choses qu'ils n'auraient pas dû voir. De quoi Howard avait-il été témoin, et qui, craignant d'être démasqué, pourrait le frapper? Ce soir-là, au Blue Boar, la conversation s'échauffa. Le jeune Tommy Pierce, que Howard avait réprimandé pour avoir escaladé le toit de l'église en été, se vanta avec insouciance que quelqu'un avait dû en avoir assez de ses vieilles remarques. Ses amis rirent, mais leur rire était teinté d'inquiétude, car même en plaisantant, l'idée que l'un d'eux puisse être soupçonné n'avait plus rien d'amusant. Le propriétaire, M. Petterick, tenta de faire taire la conversation. « Mieux vaut éviter les spéculations, » dit-il gravement, de peur que l'inspecteur ne les prenne au sérieux. Mais les spéculations étaient le moteur de St. Mary Mead, et rien ne pouvait les en empêcher. Miss Marple, passant par là en rentrant chez elle, ne capta que des bribes de bavardage à travers les fenêtres ouvertes. Elle sourit faiblement. On parle plus librement lorsqu'on se croit invisible, et elle avait appris depuis longtemps que de telles bribes étaient souvent plus précieuses que des réponses directes. La journée s'est terminée par une réunion au presbytère, où l'inspecteur Crail a informé le révérend Goodwin et quelques responsables de la paroisse. « Nous avons nos suspects, a-t-il déclaré, l'air de vouloir clore l'affaire. Madame Clegg reste sous étroite surveillance. Si nécessaire, nous insisterons davantage. Mais pas de panique, justice sera faite. » Le révérend, las mais digne, murmura une prière pour l'âme du défunt. Margaret Goodwin s'essuie les yeux, et les autres hochèrent la tête solennellement. Miss Marple, assise tranquillement dans un coin, inclina la tête. Elle remarqua très vite, trop vivement, le regard satisfait de l'inspecteur. Un homme satisfait de la netteté de sa théorie, peu disposé à voir que la netteté était rarement la vraie nature de la vie. En partant, elle repensa à Howard, étendu dans l'ombre de la sacristie, le calice brisé à ses côtés. Il y avait là une signification que seule elle semblait encline à explorer. Et si l'inspecteur était prêt à clore le cercle de ses soupçons, Miss Marple savait que le schéma du crime était loin d'être achevé. Les fils commencèrent à peine à s'en mêler, et bientôt, ils révéleraient une trame bien plus sombre. La semaine s'écoulait, et bien que le soleil d'automne baignait St. Mary Mead d'une douce chaleur, le village lui-même était pétrifié d'inquiétude. La suspicion s'était insinuée dans la vie quotidienne comme un courant d'air sous une porte. Les voisins, qui autrefois échangeaient amicalement des ragots, se regardaient désormais avec circonspection. Même le bruit routinier du chariot à lait ou les salutations enjouées du facteur semblent étouffées sous l'ombre du clocher. L'inspecteur Crail n'avait pas encore procédé à une arrestation, mais sa conviction que Madame Clegg était la coupable la plus probable demeurait inébranlable. Il la convoqua à plusieurs reprises pour l'interroger, la faisant fondre en larmes à chaque fois, et la vue de sa silhouette affaissée tandis qu'elle s'élançait dans le chemin ne fit qu'augmenter les spéculations parmi les villageois.
Il n'y a pas de fumée sans feu, observa Madame Price Ridley avec sa délectation habituelle. Mais Miss Marple, qui croisa Madame Clegg un après-midi près du cimetière, pensa autrement. Les mains de la femme de ménage étaient rouges et irritées à force de frotter, ses yeux gonflés à force de pleurer. « Ils ne me croiront jamais, Miss Marple, » murmura-t-elle en serrant le bras de la femme plus âgée. « Quoi que je dise, ils pensent que j'ai réussi, mais je n'ai jamais levé la main sur ce pauvre Monsieur Howard. Il était strict avec moi, certes, mais juste. » Miss Marple lui tapota doucement la main. « La vérité a une façon de se révéler, Madame Clegg. Il faut être patiente. » Pourtant, tandis qu'elle avançait, son esprit s'agita. Elle avait appris depuis longtemps que l'innocence se révélait souvent non pas par de grandes protestations, mais par de petites supplications sincères. Les paroles de Madame Clegg expriment un désespoir sincère, non un calcul. Ce soir-là, Miss Marple assiste aux vêpres. L'église était plus silencieuse que d'habitude, l'assemblée étant à la fois effrayée et curieuse. Le révérend Goodwin prononça son sermon avec un calme forcé, la voix assurée mais sans sa chaleur habituelle. Alors que le dernier cantique s'éteignait, Miss Marple s'attarda sur son banc, laissant les autres sortir avant elle. La porte de la sacristie restait close, mais son regard s'y étendit avec une insistance silencieuse. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'aussi intime que la plupart l'auraient ignoré. Sur le sol en pierre, près de la balustrade du chœur, une fine trace de cire attira son regard. Elle se pencha, visiblement inquiète, pour récupérer son mouchoir tombé, tout en examinant la trace. Elle était pâle, presque translucide, mais il s'agissait indéniablement de cire de bougie. Pourtant, son emplacement la laissait perplexe. Les cierges de l'autel avaient été soigneusement entretenus, leur cire étant confinée à leur support. Cette petite goutte se trouvait hors de portée des bougies. Miss Marple se redressa lentement, le visage calme. La présence de cire dans un tel endroit ne pouvait être due au hasard. Cela suggérait que quelqu'un avait transporté une bougie ou quelque chose d'inapproprié. Elle rangea cette observation avec autant de soin qu'on range un bout de papier dans un livre de prière. Plus tard, dans la soirée, tandis qu'elle tricotait dans son salon, Miss Marple repensa à la cire. Ce n'était pas seulement sa présence qui m'intriguait, mais l'idée que quelqu'un se trouvait dans l'église, se déplaçant là où il ne fallait pas, peut-être la nuit. M. Howard, toujours aux aguets, aurait pu les surprendre sur le fait, et il en avait payé le prix fort. Elle se souvenait de la minutie avec laquelle Howard s'acquittait de ses tâches, le polissage minutieux du calice, le verrouillage des portes, l'ordre des registres. Un homme comme lui n'aurait pas négligé une trace de cire. Il aurait même pu la signaler innocemment à la mauvaise personne. Cette remarque, soupçonnait Miss Marple, aurait pu sceller son destin. Le lendemain, les rumeurs se multiplièrent. À la poste, mademoiselle Hartnell affirme avoir vu le colonel Denham arpenter le cimetière le soir de la fête, longtemps après la fin des festivités. Il prétendait chercher son chien, dit-elle en reniflant. Mais j'ai toujours trouvé cela suspect. Un homme n'a pas besoin de passer par la sacristie pour trouver un épagnol. M. Symington s'empara avidement de l'histoire. « Voyez-vous, cela étaye la thèse d'une dispute, dit-il en ajustant ses lunettes. Howard le confronta, un échange de mots s'engagea, et un coup fut porté. Ouvrez et fermez. Mais Miss Marple, déposant discrètement une lettre au comptoir, n'en était pas convaincue. Le colonel Denham avait du caractère, certes, mais c'était aussi un homme qui tenait aux apparences. Une bagarre entre ivrognes pouvait ternir sa dignité, mais un meurtre était une toute autre affaire. Pourtant, elle n'écarte pas cette possibilité. La nature humaine, elle le savait, pouvait se surprendre elle-même. Pendant ce temps, les soupçons continuaient de peser sur M. Giles, le nouveau venu solitaire. Il avait été aperçu à l'aube, revenant d'une promenade vers la route de la gare, et Madame Price Ridley s'empressa de déclarer que c'était une preuve de culpabilité. Il était allé envoyer un message, croyez-moi, dit-elle à qui voulait l'entendre. Les criminels communiquent toujours avec leurs complices. C'est ce que disait mon frère pendant la guerre. Miss Marple, apprenant cela plus tard de la bouche de Madame Bantry, s'autorisa un léger sourire. On confond souvent secret et culpabilité. Monsieur Giles avait peut-être des raisons pour ses promenades solitaires, des raisons qui n'avaient rien à voir avec la criminalité. Pourtant, elle naît mentalement. La cire sur le sol du chœur suggérait la présence d'un étranger dans l'église, et elle ne pouvait encore exclure personne. L'inspecteur Crail, cependant, ne se laissa pas impressionner par de telles subtilités. De la cire de bougie, railla-t-il lorsque Miss Marple en fit doucement mention, formulée comme une réflexion plutôt qu'une accusation. Hors sujet, l'endroit est rempli de bougies. La cire s'infiltre partout.
Son ton exprimait la fermeté d'un homme peu enclin à se laisser troubler par des broutilles. Mais les yeux bleus de Miss Marple pétillaient faiblement. Des broutilles, elle le savait, étaient souvent les fils conducteurs qui éclairaient un mystère. On écartait ce qui ne collait pas parfaitement à ses hypothèses, mais elle avait construit sa compréhension du monde précisément sur ces détails négligés. Si de la cire se trouvait là où aucune bougie n'aurait dû se trouver, cela signifiait que quelqu'un s'était déplacé furtivement, transportant peut-être de la lumière pour dissimuler ses actions, et Howard, le prudent Howard, l'aurait peut-être remarqué. Cet après-midi-là, elle flâna dans le cimetière. Les pierres tombales se dressaient solennellement sous le soleil d'automne, leurs inscriptions adoucies par le temps. Près de la porte de la sacristie, elle s'arrêta, examinant le sol. L'herbe était foulée plus violemment que d'habitude, mais cela pourrait s'expliquer par la foule le soir de la découverte. Pourtant, un détail retint son attention, une fine éraflure dans la terre près du seuil, comme celle d'une botte hâtivement tirée. Elle était désormais ténue, presque effacée par les intempéries et les pas, mais Miss Marple la marqua dans sa mémoire. On court rarement sans encombre quand on est submergé par la peur. En se retournant pour partir, elle rencontra Margaret Goodwin, venue avec un petit panier de fleurs. Le visage de la jeune femme était pâle, ses yeux troublés. « Mademoiselle Marple, dit-elle doucement, je dors à peine la nuit. C'est terrible de penser qu'il y a un meurtrier parmi nous. » Miss Marple posa doucement la main sur son bras. « Le mal est rarement caché chez les étrangers, ma chère. Il est généralement plus proche qu'on ne le pense, ancré dans la vie quotidienne. C'est pourquoi il est si difficile à voir. » Margaret frissonna, mais le ton de Miss Marple était calme, presque apaisant. Cette nuit-là, tandis que le village s'enfonçait péniblement dans l'obscurité, Miss Marple s'assit de nouveau à sa fenêtre, contemplant la silhouette floue du clocher. La cire, les raflures, le calice brisé étaient autant de pièces d'un puzzle. Pour d'autres, n'était-ce rien. Pour elle, elle murmurait la faiblesse humaine, la folie, les petits gestes qui trahissent la vérité cachée. L'inspecteur rétrécissait son cercle autour de Madame Clegg, satisfait de sa théorie simpliste. Les villageois nourrissaient leurs soupçons favoris, chacun guidé par leurs préjugés et leurs fantaisies. Mais Mademoiselle Marple savait que la vérité était plus subtile, se cachant discrètement dans les détails que les autres ignoraient. Elle s'adossa à sa chaise, aiguilles à tricoter en main, et laissa ses pensées filer comme un fil entre ses doigts. Un motif se dessinait, encore flou, incomplet, mais indéniable pour quelqu'un qui avait passé sa vie à observer les petites trahisons de la nature humaine. Bientôt, elle le savait. Les ombres projetées par le clocher s'allongeaient, et dans leur allongement, la vérité se révélerait. Bien que la cire sur le sol du chœur et les raflures près de la porte de la sacristie persistaient dans l'esprit de Miss Marple, le village lui-même était bien plus préoccupé par d'autres affaires, réelles et imaginaires, désormais révélées au grand jour par la force des ragots. Car à St. Mary Mead, rien n'attirait autant la curiosité que l'idée que quelqu'un, quelque part, cachait quelque chose. Et la mort de M. Howard n'étant pas élucidée, chaque murmure semblait une preuve de culpabilité. Ce fut Madame Bantry qui, la première, attira les braises. Lors d'une petite réunion dans son salon, soi-disant pour discuter des finances du bazar des moissonneurs, elle se pencha en avant avec une délectation conspiratrice. « Savez-vous, dit-elle à voix basse, bien que personne de l'extérieur ne puisse l'entendre, que M. Howard gardait un tiroir verrouillé dans le bureau de la sacristie. Madame Clegg me l'a dit. Elle a dit qu'il ne laissait jamais personne s'en approcher. Les tiroirs verrouillés, flairés par Madame Price Ridley, sont toujours suspects. On peut se demander ce qu'il souhaitait cacher. Des comptes, peut-être, ou des lettres. Son regard perçant brillait. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des scandales. Mademoiselle Hartnell haleta. Des lettres. Vous ne parlez pas de lettres romantiques? La suggestion suffisait à mettre la salle en émoi. Le colonel Denham la repoussa d'un grognement, mais lui-même semblait mal à l'aise. Un scandale dans l'église touchait au cœur même de la respectabilité du village. Ainsi, avant la fin de la soirée, les spéculations avaient transformé M. Howard d'humble bedeau en un homme à la vie secrète, obscure et potentiellement honteuse. Pendant ce temps, l'inspecteur Crail s'empare du tiroir verrouillé avec satisfaction. Il l'ouvrit de force le lendemain matin, accompagné du sergent Wilkins, et n'y découvrit rien de bien extraordinaire. Quelques vieux reçus, des registres paroissiaux et un petit carnet rempli de l'écriture soignée de Howard. Crail, peu impressionné, déclara que cela n'avait aucune importance. Pourtant,
Mademoiselle Marple, qui aperçut le carnet plus tard lorsque le docteur Haydock en parle, pensa différemment. Howard avait noté avec un soin méticuleux les dates et les noms des visiteurs de l'église, des familles organisant des funérailles, et même de ceux qui avaient sollicité l'assistance discrète du vicaire. Un tel registre tenu officieusement suggérait que Howard avait l'habitude d'observer plus attentivement qu'on ne le pensait. Les gens qui en remarquent trop, se disait Miss Marple en privé, se retrouvent souvent en danger. On oublie que les bedeaux, comme les femmes de ménage, sont au courant de bien des choses. Et contrairement au vicaire, ils ne sont pas tenus au silence. À midi, une nouvelle rumeur se répandit. M. Symington, s'arrêtant devant le bureau de poste, annonça à un groupe de dames attentives que Howard avait été entendu en train de se disputer avec quelqu'un la veille même de sa mort. Des voix s'élevèrent, près de la porte de la sacristie, et il déclara avec autorité que mon informateur préfère garder l'anonymat, mais je vous assure qu'il est fiable. En quelques heures, beaucoup supposèrent que l'informatrice anonyme était mademoiselle Weatherby, une vieille fille timide qui vivait en face du cimetière. La pauvre mademoiselle Weatherby, surprise par cette attention, admit avoir entendu parler de ce qui se passait. Quelque chose. La voix d'un homme, cinglante de colère, bien qu'elle ne pût jurer à qui elle appartenait. Cela suffisait amplement à faire du colonel Denham le candidat de choix aux yeux de la moitié du village. La querelle au sujet de la sacristie, après tout, restait gravée dans sa mémoire. Avait-elle encore dégénéré, sans que personne ne s'en aperçoive? Pourtant, tous les soupçons ne se portèrent pas sur le colonel. Madame Goodwin, pâle et insomniaque, confie à Madame Bantry qu'elle craignait que cette affaire ne ternisse le ministère de son mari. Léonard ressentit profondément le poids de ses responsabilités, dit-elle en se tordant les mains, et M. Howard était parfois trop insistant, même avec Léonard. Il le corrigeait sur des détails rituels. Mon mari en était plus peiné qu'il ne l'admet. Madame Bantry, qui n'était pas du genre à garder longtemps les confidences, raconta l'histoire avant la tombée de la nuit. Ainsi se répandit la rumeur selon laquelle le révérend Goodwin, dans un accès d'humiliation ou de colère, s'était peut-être heurté à son bedeau. Au crépuscule, les villageois échangeaient des hochements de tête solennels, confirmant qu'on ne peut connaître l'humeur d'un pasteur à huis clos. Miss Marple, écoutant discrètement lorsque le sujet fut abordé au sanglier bleu, ne l'interrompit pas. Elle savait pertinemment avec quelle rapidité les spéculations se transformaient en certitudes dans la vie villageoise. Mais elle savait aussi que la vérité était souvent en contradiction avec les ragots, non pas à l'opposé, mais sans s'y aligner non plus. Elle nota mentalement l'inquiétude de Madame Goodwin. Cela en disait peut-être plus sur sa conscience fragile que sur la culpabilité de son mari. Une autre révélation vint du jeune Tommy Pierce, qui se vanta auprès de ses camarades d'avoir un jour aperçu M. Howard en train de rencontrer secrètement M. Giles à l'orée du terrain communal. Ils parlèrent bas, dit-il avec une importance théâtrale, et Howard parut furieux. L'histoire prend de l'ampleur à chaque récit, jusqu'à ce que, lorsqu'elle parvient à Madame Price Ridley, il ne s'agisse que d'une rencontre clandestine à minuit, avec échange de documents. M. Giles, ainsi acculé par la rumeur, répondit avec un dédain froid aux questions de l'inspecteur Cray. Le bedeau souhaitait discuter des bornes, dit-il. Un sujet fastidieux, mais d'une grande importance pour lui. Crail, insatisfait, le nota. Miss Marple, cependant, tendit l'oreille à l'évocation des bornes. Les conflits fonciers, d'après son expérience, pouvaient engendrer autant d'inimitiés que les querelles d'héritage. Une pierre mal placée pouvait modifier les droits de passage, les pâturages, voire la valeur des propriétés. C'était précisément le genre de sujet banal qui pouvait faire s'entretuer les villageois, même s'il paraissait rarement aussi dramatique que le poison ou les lettres secrètes. À la fin de la semaine, le village s'était divisé en deux camps. Certains étaient convaincus de la culpabilité de Madame Clegg, d'autres de celle du colonel Denham, et d'autres encore murmuraient à propos du nouveau venu Giles. Un plus petit nombre, mené par Madame Price Ridley, s'accrochait à l'idée de lettres scandaleuses et laissait entendre que l'honneur d'une femme était en jeu. Chaque théorie exclut les autres, mais chacune trouve des adeptes fervents. Miss Marple, assise près de sa fenêtre avec son tricot, se laissait submerger par le bavardage. Dans chaque histoire, elle notait non seulement le contenu mais aussi le narrateur, ses motivations pour insister sur certains détails, son empressement à impliquer un voisin tout en excusant un autre. Car Miss Marple savait que les ragots en disaient autant sur le commère que sur le coupable présumé. Elle repensa à la cire sur le sol du chœur, à l'éraflure près de la sacristie et au carnet de notes soigneusement conservé dans le tiroir d'Howard. C'étaient des détails insignifiants,
négligée par ceux qui cherchaient des révélations spectaculaires. Pourtant, au cours de sa longue vie, Miss Marple avait vu comment les crimes naissent souvent de racines anodines, une querelle cachée, un affront passé inaperçu, un détail remarqué par la mauvaise personne. Le village pouvait bien jacasser scandales et lettres secrètes, mais elle croyait que la vérité serait plus discrète, plus humble et d'autant plus dangereuse. Le service du dimanche apporte un autre souffle. L'assistance était plus nombreuse que d'habitude, non par piété, mais par curiosité. Les gens tentent le coup pour jeter un coup d'œil à la sacristie. Et lorsque le sermon du révérend aborda le pardon et le péché caché, plus d'un regard se tourna nerveusement vers les voisins. Ensuite, la congrégation se répandit dans le cimetière, bourdonnant comme des abeilles dérangées dans leur ruche. L'inspecteur Crail, raide dans son uniforme, se tenait à la porte, visiblement ravi de l'air de contrôle qu'il dégageait. Pourtant, Miss Marple, passant avec un signe de tête poli, le trouvait trop satisfait, trop complaisant. Il était sûr que le filet se refermera bientôt. Mais les filets, d'après son expérience, attrapèrent souvent le mauvais poisson. Elle s'arrêta un instant sur le chemin du cimetière, levant les yeux vers le clocher dont l'ombre s'étendait sur les tombes. La nature humaine, murmura-t-elle, est bien plus complexe que ne l'imagine l'inspecteur Crail. Et sur ces mots, elle rentre chez elle, l'esprit déjà occupé à résoudre l'énigme. Les fils de la vérité se tissent lentement. Mais tandis qu'elle réfléchissait, elle sentait que davantage allait encore se produire une nouvelle ondulation, une autre perturbation qui assombrissait encore davantage les eaux. Car les secrets, une fois agités, restaient rarement sans conséquence. Le village, déjà agité par les rumeurs et les spéculations, se retrouva à nouveau secoué le mardi matin suivant les funérailles de M. Howard. L'enterrement avait été silencieux, digne et sombre, malgré les murmures qui circulaient jusque dans le cimetière. Mais le calme qui suivit fut de courte durée. À l'aube du lendemain, un nouvel événement accentua les soupçons, faisant trembler les nerfs du village comme des feuilles sous une soudaine rafale. C'est le jeune Tommy Pierce, espiègle et agité, qui fit la découverte. Envoyé par sa mère chercher du petit bois dans le tas de bois près du mur du cimetière, il s'égara vers la sacristie, la curiosité le piquant comme une ronce. Regardant par l'étroite fenêtre, il jura avoir vu du mouvement à l'intérieur. Le cœur battant, il s'approcha furtivement, mais trouva la porte entr'ouverte. À l'intérieur, dans la pénombre, un tiroir avait été forcé celui du bureau de la sacristie qui contenait le carnet méticuleux d'Howard. Le carnet lui-même avait disparu. Lorsque le récit passionné de Tommy parvint aux oreilles de Humphreys Ridley et à travers toute la rue commerçante, les faits avaient pris une tournure dramatique. Le meurtrier est revenu pour brouiller les pistes, déclara-t-elle avec délectation. Pourquoi entrer par effraction, sinon pour faire disparaître des preuves compromettantes? L'inspecteur Crail arriva aussitôt, le visage rouge d'irritation. Intervention, marmonna-t-il, des amateurs qui s'immiscent. Il réprimanda le sergent Wilkins pour ne pas avoir posté un agent de police pour la nuit, alors qu'en privé il n'avait pas jugé cela nécessaire. La sacristie, désormais saccagée, se dressait comme un reproche muet à sa confiance. Miss Marple apprit la nouvelle par Madame Bantry, arrivée essoufflée à son cottage avec tous les détails. Imaginez, Miss Marple, on dit que quelqu'un s'est introduit dans la sacristie la nuit dernière, et le carnet de Howard a disparu. Cela prouve bien que ce n'était pas un accident. Quelqu'un craignait ce que contenait ce livre. Miss Marple accueillit la nouvelle avec calme, posant son tricot. « Oui, murmura-t-elle, ce genre de livre recèle souvent plus qu'il n'y paraît à première vue. On sous-estime souvent ce qu'un bedeau remarque. » Madame Bantry, irritée par le ton doux de Miss Marple, insista. « Vous pensez sûrement que cela désigne Giles? C'est lui qui a quelque chose à cacher? Ou peut-être le colonel, même si j'avoue que je préfère que ce soit Giles. Un étranger, après tout. » Miss Marple se contenta de sourire, le regard pensif. Elle ne souhaitait pas troubler les certitudes de Madame Bantry, même si elle envisageait d'autres possibilités. Un cambriolage était audacieux, certes, mais l'audace n'était pas forcément le propre d'un inconnu. Parfois, les actes les plus audacieux venaient de ceux qui se sentaient le plus en sécurité dans un environnement familier. L'inspecteur Crail, arpentant la sacristie avec son carnet, annonce à tous ceux qui l'entendent que ce dernier attentat confirme ses soupçons. Madame Clegg était au courant pour le tiroir, dit-il fermement. Elle a peut-être des complices, ou peut-être est-elle revenue elle-même. Cette femme est désespérée. Mais Miss Marple, qui s'était discrètement glissée à l'intérieur pour examiner la pièce sous prétexte d'offrir des fleurs pour l'autel, remarqua quelque chose que Crail ignora. Par terre, près du bureau,
À moitié dissimulé par le pied d'une chaise, gisait un petit bout de papier. Elle se baissa ostensiblement pour ajuster sa chaussure et le ramassa discrètement. Plus tard, chez elle, elle l'examina à la lumière d'une lampe. C'était un coin déchiré du carnet de Howard, marqué de son écriture soignée et distinctive. Les mots qui y étaient inscrits étaient fragmentaires mais intrigants. Miss Marple se rassit dans son fauteuil, le journal entre les doigts. Jeudi, Frontière, Giles, Denham. Les mots s'imbriquent dans le schéma qui se formait dans son esprit, resserrant des fils qu'elle avait déjà remarqués. Bournes, querelle du colonel Denham, réunion secrète de M. Giles, tout était là, condensé en un seul fragment de preuve. Elle sourit faiblement. Même le voleur le plus audacieux parvenait rarement à tout emporter. Dans l'après-midi, le village vibrait de tension. Le colonel Denham, furieux d'entendre son nom lié au carnet d'Howard, interpella l'inspecteur Crail dans la rue principale. « Absurdité! Mon nom dans les gribouillis d'un imbécile !» rugit-il, attirant la foule. Howard était méticuleux, certes, mais il se trompait s'il me croyait mêlé à des querelles foncières. Je ne laisserai pas ma réputation traîner dans la boue. Madame Price Ridley, toujours prête à saisir l'occasion, répéta son éclat à qui voulait l'entendre, agrémentant le récit d'une description de son regard hagard et de son tempérament violent. Pour beaucoup, cela ressemblait davantage à un aveu qu'à un démenti. Pendant ce temps, M. Giles restait discret, ses promenades solitaires attirant plus que jamais l'attention. « Il nous évite parce qu'il sait que nous savons », murmura mademoiselle Hartnell. La réserve silencieuse du nouveau venu était devenue, dans l'imaginaire villageois, le masque de la culpabilité. Miss Marple passe la soirée avec le docteur Haydock qui était passé à son cottage après avoir rendu visite à un patient. Il était las, irrité par l'entêtement de l'inspecteur. « Crail est convaincu que c'est la femme de ménage ou un vagabond », dit-il en sirotant le thé servi par Miss Marple. « Mais je vous le dis, Jane, il y en a plus que ça. » Howard avait des ennemis, même s'il semblait discret. Il se mêlait de tout, fourrait son nez là où il ne fallait pas. Je l'avais prévenu une fois. Vraiment ? Le regard de Miss Marple s'aiguisa, mais son ton reste doux. Quel genre d'interférence ? Le médecin haussa les épaules. Des broutilles, surtout. Il corrigeait des comptes, marmonnait à propos de conflits de limites, se demandait pourquoi certains paroissiens se réunissaient là où il le faisait. Il en remarquait trop. Un homme comme lui marche sur ses pieds sans le vouloir. Miss Marple hocha la tête, ses aiguilles à tricoter claquant doucement. Et les orteils, une fois piétinés, peuvent parfois se déchaîner. Le lendemain matin prit une tournure encore plus sombre. La rumeur se répandit que maître Symington, l'avocat, avait reçu une note anonyme glissée sous la porte de son bureau. Son message, griffonné grossièrement, était bref, teste-toi de la dispute, sinon tu le rejoindras. La menace électrisa le village. Enfin, la preuve d'une malveillance, d'un danger qui rôdait encore parmi eux, était là. Symington, pâle et bouleversé, montra le mot à l'inspecteur Crail qui déclara aussitôt qu'il s'agissait de l'œuvre d'une femme désespérée. Une fois de plus, il tourna son regard vers Madame Clegg, dont les protestations larmoyantes devenaient chaque jour plus pitoyables. Mais Miss Marple, à qui Madame Bantry montra discrètement le billet, observa le papier et l'encre avec intérêt. « Curieuse », murmura-t-elle, remarquant le pli caractéristique, la légère odeur de tabac. Ce ne sont souvent pas les mots eux-mêmes qui comptent, mais la manière dont ils sont écrits. À présent, la peur s'emparait de St. Mary Mead plus que la curiosité. Le cambriolage, le carnet volé, la menace anonyme, tout cela témoignait d'un criminel toujours actif, toujours aux aguets. Les villageois verrouillant leurs portes plus tôt dans la nuit, les volets fermés pour empêcher d'imaginer des intrus. Les mères gardèrent leurs enfants plus près de chez elles, et même le sanglier bleu voyait moins de clients, car personne n'aimait s'attarder dehors après la tombée de la nuit. Miss Marple, cependant, continuait ses promenades tranquilles, son sourire serein désarmant tout soupçon. Aux yeux de ceux qui la rencontraient, elle apparaissait simplement comme la gentille vieille dame qu'elle avait toujours été. Mais en vérité, elle rassemblait chaque remarque, chaque regard, chaque détail oublié. La cire sur le sol, les raflures près de la porte, le morceau déchiré contenant les notes minutieuses d'Howard, tout cela formait la silhouette ténue mais précise de la vérité. Elle n'avait pas encore une vue d'ensemble, mais elle en sentait la présence, comme un motif à moitié tricoté, et elle savait que, bientôt, un autre fil se tendrait, avec des conséquences peut-être plus graves que ce que le village osait imaginer. Le message adressé à M. Symington avait déstabilisé le village plus que n'importe quel sermon ou assurance policière n'aurait pu apaiser. La peur pesait désormais sur St. Mary Mead comme la brume du soir.
Les villageois regardent par-dessus leur épaule, verrouillant leurs portes avant le crépuscule et chuchotent encore plus fiévreusement par-dessus les clôtures des jardins. L'idée que le tueur circulait encore librement parmi eux transformait la suspicion en quasi-panique. Car lorsque le mal rôdait invisible, chaque visage devenait un masque, chaque voisin un ennemi potentiel. L'inspecteur Crail, toujours fixé sur Madame Clegg, annonça d'un ton sévère que l'étau se resserrait. Pourtant, les preuves étaient minces, et ses fanfaronnades ne suffirent pas à apaiser. Même le sergent Wilkins, pourtant dévoué, murmura en privé dans le Blue Boar qu'il n'était pas certain que la femme de ménage en ait les moyens. De tels doutes trouvèrent des oreilles attentives. Pendant ce temps, Miss Marple restait apparemment imperturbable. Elle arpentait ses sentiers, familiers, rendait visite à ses amis et faisait claquer ses aiguilles à tricoter. Pourtant, sous son air doux, ses pensées s'agitaient rapidement. Elle voyait clairement ce que les autres ignoraient. La peur elle-même était devenue un outil, orientant les soupçons vers les cibles les plus faciles, tandis que le véritable danger se cachait à la vue de tous. La disparition du carnet d'Howard la rongeait. Elle imaginait ses notes soignées noms, dates et petites observations. Howard n'était pas un commère, mais il était méticuleux. Il avait remarqué des choses, les avait consignées, peut-être innocemment, peut-être avec une satisfaction silencieuse devant sa minutie, et quelqu'un, sachant ce qu'il avait écrit, s'était senti obligé de le faire taire et d'effacer le document. Pourtant, l'effacement n'était jamais parfait. Le morceau déchiré qu'elle avait récupéré jeudi, Frontière, Giles Denham, parlait encore fort. C'était un indice. Mais de quoi? Ces mots pouvaient impliquer une rencontre, une dispute, ou peut-être une simple note concernant les affaires de la paroisse. Et pourtant, l'instinct de Miss Marple lui disait que ces mots clairs contenaient le germe d'une motivation. Les limites n'étaient jamais vraiment simples. Elles marquaient l'orgueil, la possession et le ressentiment. Transgresser, même en pensée, pouvait réveiller une colère longtemps latente. Mercredi après-midi, une nouvelle secousse a parcouru le village. Monsieur Gilles, le nouveau venu solitaire, fut découvert absent de sa chaumière. Ses volets étaient fermés, le portail verrouillé. Aussitôt, la rumeur se répandit. « Il s'est enfui !» s'écria Madame Price Ridley triomphalement. « Les coupables fuient toujours !» Elle ne perdit pas de temps à répandre la nouvelle, si bien qu'à l'heure du thé, la moitié de la paroisse crut que Gilles avait disparu pour de bon. En vérité, Giles avait simplement pris le premier train pour Londres et était revenu le soir, un journal sous le bras et l'air las et irrité. Il ne donne aucune explication, ce qui ne fait qu'accroître les soupçons. Le colonel Denham se moqua des murmures, et pourtant on l'entendit lui-même s'adresser au sanglier bleu d'un ton sombre. Si ce type est innocent, pourquoi rôde-t-il sans cesse comme un renard? Miss Marple observa attentivement Giles à son retour. Son expression n'était pas celle d'un homme coupable et paniqué, mais celle d'un homme habitué depuis longtemps aux malentendus. Elle songea à la facilité avec laquelle les villages traitaient les étrangers de méchants, parce qu'ils ne savaient rien d'eux, parce que c'était pratique. Mais la pratique, se rappela-t-elle, n'était pas vraie. Le soir même, Madame Goodwin arrive discrètement au cottage de Mademoiselle Marple, son visage pâle encadré par la lumière de la lampe. « Je ne sais pas pourquoi je vous dérange, dit-elle d'une voix tremblante, mais je ne peux pas parler à Léonard. Il est déjà trop accablé. » Mademoiselle Marple, et si quelqu'un pensait que sa voix était muette? Miss Marple croisa doucement ses mains. « Ma chère, les gens pensent toutes sortes de choses quand ils ont peur. Cela ne les rend pas vrais. » Mais Howard le corrigea, murmura Margaret. « Au-delà des prières, des rituels, des plus petites choses. » Léonard supporta patiemment, mais je vis sa détresse. Et maintenant, son nom est murmuré comme s'il était méchant. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Méchant, certes, mais banal. On préfère souvent accuser l'autorité la plus proche, mais votre mari n'est pas homme à frapper sous le coup de la colère. Je l'ai observé. Il porte son fardeau en silence. C'est là sa faiblesse, mais pas sa culpabilité. Margaret pleura de soulagement, et Miss Marple lui offrit du thé. Pourtant, lorsque la jeune femme partit, Miss Marple resta pensive, car la peur de Margaret, bien qu'infondée, révélait un climat de suspicion qui se développait comme une mauvaise herbe, et les mauvaises herbes, laissées sans contrôle, étouffèrent bientôt tout le reste. Jeudi, un autre choc survient. Dans le cimetière, près du mur d'enceinte, des enfants en train de jouer découvrirent une petite boîte, à moitié enfouie dans la terre. En l'ouvrant, elle révéla plusieurs papiers humides et friables,
mais l'un d'eux se détacha une page arrachée au carnet de Howard. L'encre était floue, mais on pouvait encore y lire les mots « contestation de frontières » et « Denham and spoken with Giles ». L'inspecteur Crail s'en saisit avec empressement. « Voilà, déclaratif, preuve d'une querelle, preuve d'une conspiration. » Il se pavana dans le village, brandissant le journal comme un trophée. Pour lui, l'affaire était presque résolue. L'un ou l'autre, Denham ou Gillespie, ou les deux, ne tarderont pas à leur arracher la vérité. Mais Miss Marple, à qui Madame Bantry montra le papier plus tard dans la journée, remarqua des détails que l'inspectrice ignorait. La page n'était pas simplement déchirée, mais déchirée à la hâte, comme par peur. Et la boîte qui la cachait n'était pas ordinaire, mais une petite boîte à biscuits, du genre qu'aucun célibataire comme Giles n'aurait jamais conservé. De telles boîtes appartenaient aux cuisines où les femmes régnaient. Miss Marple rangea cette observation, les yeux brillants. Le village était désormais plus profondément divisé que jamais. Les partisans du colonel soutenaient qu'il était trop honorable, trop direct, pour s'abaisser au secret. S'il avait frappé Howard, affirme M. Petterick, il l'aurait fait en plein jour et non dans l'ombre. D'autres prétendaient que c'était précisément son caractère qui le rendait dangereux. Pendant ce temps, Giles, distant et inflexible, attirait de plus en plus de suspicions par son silence même. La pauvre Madame Clegg continuait à souffrir des soupçons, ses protestations n'étant pas entendues. « Je ne fais que nettoyer, Miss Marple, » murmura-t-elle un matin, alors qu'elle se rencontrait près du pré. « Je vois la saleté, pas les secrets. » Mais Miss Marple pensait autrement. Les femmes de ménage voyaient plus qu'elles ne le pensaient. Que Clegg comprenne ou non ce qu'elle avait vu était une autre affaire. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de son feu, la lumière de la lampe reflétant ses aiguilles, à tricoter. Elle considérait les fils devant elle, la cire sur le sol du chœur, les raflures sur la porte de la sacristie, les morceaux déchirés du carnet de Howard, la boîte à biscuits. Chacun semblait petit, insignifiant, mais ensemble, ils laissaient entrevoir un motif tissé non par hasard, mais par des mains délibérées. Les villageois, effrayés, s'accrochaient à des idées grandioses et dramatiques, scandales, querelles, complots. Mais la longue expérience de Miss Marple lui apprenait que c'étaient les petits gestes, oubliés, qui révélaient la vérité. Quelqu'un avait déménagé à la lueur des bougies, quelqu'un avait traîné une botte à la hâte, quelqu'un avait caché des restes dans une boîte à biscuits. Ce n'étaient pas les actions de grands conspirateurs, mais celles de gens ordinaires, poussés par la peur, la colère ou le désespoir. Elle se renversa en arrière, fermant les yeux un instant. Oui, les ténèbres s'épaississent. Mais au fond, elle entrevoit une faible lueur de vérité. Ce n'était pas encore le moment de parler, mais bientôt, le schéma se révélera à tous. Et quand cela arriverait, craignait-elle, le village serait obligé de se regarder avec des yeux qu'il avait longtemps préféré garder fermés. La découverte de la boîte à biscuits avait plongé St. Mary Mead et dans un état d'agitation qui s'accentue d'heure en heure. Personne ne doutait désormais que la mort de M. Howard était un meurtre. L'effraction à la sacristie, le carnet disparu, la lettre de menace adressée à M. Symington et les fragments enfouis indiquaient tous une tentative délibérée de dissimuler un fait grave. Pourtant, la question subsistait, qui avait bien pu articuler ces actes. Et derrière cette question se cachait une autre, murmurée dans les chaumières, et derrière les rideaux tirés, frapperaient-ils à nouveau. La conviction de l'inspecteur Crail avait changé. Là où autrefois il traquait Madame Clegg, il ne voyait plus que les noms de Denham et Giles sur la page retrouvée. Son ton triomphant annonça au sergent Wilkins « L'un de ces deux est notre homme. Les preuves se réduisent, Wilkins. Elles se réduisent toujours. Mais pour mademoiselle Marple, qui observait discrètement l'inspecteur défiler dans le village, sa satisfaction semblait prématurée, comme un homme admirant un puzzle auquel il manque plusieurs pièces. Le colonel Denham supporta sa nouvelle notoriété avec une indignation tonitruante. Il sillonna la place du village, clamant son innocence à qui voulait l'écouter, et même à ceux qui refusaient. Howard était « un fouineur indiscret », hurla-t-il. « Mais un meurtre ? Absurde ! Je ne laisserai pas mon honneur ternir par un ramassis de ragots. » Ces protestations, cependant, sonnèrent creux pour beaucoup. Plus un homme criait fort, plus certains étaient prompts à douter de lui. M. Giles, au contraire, restait silencieux. Il poursuivait ses promenades solitaires, les yeux baissés, ses réponses sèches lorsqu'on l'invitait. Aux yeux des villageois, son attitude distante semblait une confirmation. « Il se cache parce qu'il est coupable », annonça Mme Price Ridley. « Croyez-moi,
L'inspecteur va bientôt le mettre au fer. Sa certitude se répandit comme de l'encre, maculant chaque conversation. Miss Marple observait les deux hommes avec la même attention. Elle songea à l'emportement du colonel, si prompt à s'emporter, et au secret de Giles, si facilement pris pour de la culpabilité. Pourtant, la nature humaine, songea-elle, était rarement aussi simple. L'innocence revêt souvent le visage de la culpabilité, et la culpabilité celui de la dignité. Elle l'avait trop souvent constaté pour se laisser tromper par les apparences. Vendredi matin, un autre choc secoua le village. Madame Clegg, la femme de ménage, s'effondra en larmes sur les marches de l'église, affirmant avoir été menacée. Une voix dans l'obscurité, sanglotant, lui dit que si je ne me taisais pas, je finirais par taire comme Howard. Les villageois se rassemblèrent autour, chuchotant et pointant du doigt. Pour certains, c'était la preuve de sa culpabilité, les coupables crient toujours au loup. Pour d'autres, c'était la preuve qu'elle savait quelque chose. L'inspecteur, irrité, rejeta ces affirmations comme de l'hystérie. Mais Miss Marple, qui avait aidé la pauvre femme à se relever, remarqua le tremblement de ses mains, la peur crue dans ses yeux. Ce n'était pas une feinte. Madame Clegg avait bel et bien été effrayée, que ce soit par une voix réelle ou par des ombres évoquées dans son esprit. La peur elle-même était une évidence. Miss Marple ne pensait pas à la culpabilité, mais à la pression exercée. Et la pression, mal dirigée, faisait souvent remonter des vérités cachées à la surface. Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite au docteur Haydock. Elle le trouva à son cabinet, retroussant ses manches après avoir soigné un patient. Il l'accueillit avec sa chaleur habituelle et brusque. « Vous aurez envie de parler d'Howard, dit-il aussitôt. Tout le monde le fait. Tout le village est en proie à des spéculations. Je prescrirai le silence, si seulement ils acceptaient. » Miss Marple sourit. « La spéculation est une sorte de tonique, docteur. Elle donne aux gens l'illusion du contrôle. » Le médecin renifla. Illusion, en effet. Pendant ce temps, l'inspecteur chargeait, ignorant la moitié de l'essentiel. Howard n'était pas idiot. Il prenait des notes parce qu'il se doutait de quelque chose, je parie. Je l'avais prévenu un jour que Founé pouvait mal finir. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement tandis qu'elle écoutait. « Et sur quoi, à votre avis, a-t-il bien pu tomber ?» Haydock haussa les épaules. Une querelle de terrain, sans doute. Le caractère du colonel et les manières étranges de Giles suffisent à semer le trouble. Ou peut-être quelque chose de plus petit, de plus mesquin. Le meurtre naît souvent de la mesquinerie. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Oui, j'ai constaté que c'était vrai. Pendant ce temps, l'inspecteur Crail poursuivait ses interrogatoires. Il convoqua le colonel Denham à la salle du presbytère, où les villageois s'étaient rassemblés comme des spectateurs au théâtre. Le colonel fanfaronna, le visage rouge de colère, niant toute querelle au-delà de la banalité. Oui, Howard m'a bloqué à la porte de la sacristie. Oui, je l'ai maudit, le traitant d'idiot prétentieux. Mais un meurtre? Jamais. Je l'aurais abattu à la vue de tous si j'en avais eu l'intention. Les hommes d'honneur ne se cachent pas avec des chandeliers dans le noir. Les villageois murmurèrent, certains hochant la tête, d'autres sceptiques. Giles, appelé ensuite, ne se montre pas plus conciliant. Il resta assis, raide, répondant d'un ton sec. « Howard m'a abordé au sujet des limites, m'a-t-il dit. Il prétendait que j'en portais sur les terres de la paroisse. Je lui ai dit de parler au notaire. C'était fini. Et vous n'aviez plus de dispute ?» insista Crail. « Non. » Les yeux de Giles vacillaient, et Miss Marple, assise tranquillement au fond, remarqua le léger serrement de sa mâchoire. Ce n'était pas l'expression d'un homme coupable pris en flagrant délit de mensonge, mais celle d'un homme fier, contraint de s'expliquer devant ceux qui ne le croiraient jamais. Ce soir-là, Miss Marple fait sa promenade habituelle devant le cimetière. L'air d'automne était vif, les feuilles sèches sous ses chaussures. Elle s'arrêta près de la porte de la sacristie, examinant le seuil de pierre usé. Une légère marque persistait, plus fraîche encore, comme si quelqu'un était récemment passé à pas pressés. Elle se pencha, apparemment pour ajuster son châle, et traça le bord de l'éraflure du doigt. Oui, c'était nouveau. Quelqu'un continuait de hanter la sacristie la nuit, bien après la mort d'Howard. En se levant, elle aperçut Margaret Goodwin quittant l'église avec un panier de fleurs. La jeune femme se mit à chercher Miss Marple. « Oh, vous m'avez fait une telle peur, dit-elle essoufflée. Je ne faisais que préparer l'autel. » Miss Marple sourit doucement. « Bien sûr, ma chère, les fleurs sont magnifiques. » Mais tandis que Margaret s'éloignait précipitamment, les joues rouges, Miss Marple songea. La peur envahissait la jeune femme, même si l'identité de la personne ou de la personne restait floue. Le week-end n'apporta guère de répit.
La note anonyme à Symington était désormais l'objet d'interminables conjectures. Certains jurent que l'écriture ressemblait à celle de Giles. D'autres insistaient sur celle de Denham. L'avocat lui-même, nerveux et pâle, confia à Miss Marple qu'il craignait que le tueur ne frappe à nouveau. « C'est une chose terrible, Miss Marple, » murmura-t-il, « d'être réduit au silence à jamais pour en savoir trop. »« Oui, » répondit doucement Miss Marple, « même si parfois ce n'est pas le fait d'en savoir trop qui apporte le danger, mais le fait d'en savoir juste assez. » Cette nuit-là, elle resta longtemps assise près du feu, son tricot oublié sur ses genoux. La cire, les éraflures, la boîte à biscuits, les pages déchirées, tout cela tourbillonnait dans son esprit. Chacun était un fil, petit et fragile, mais ensemble, ils commençaient à tisser une tapisserie. Elle repensa à Howard, précis, observateur, méticuleux. Un homme qui remarquait trop de choses et qui, en les notant, avait scellé son destin. Miss Marple se renversa en arrière, les yeux fixés sur l'ombre du clocher devant sa fenêtre. Le filet de l'inspecteur se resserrait, mais autour du mauvais poisson. Denham, Giles, Clegg Each avaient des défauts, certes, mais ces défauts n'étaient pas une culpabilité. Quelque part parmi ces détails oubliés se trouvait la vérité, et elle la sentait proche, très proche. Et pourtant, elle sentait aussi le danger grandir, car celui qui avait réduit Howard au silence n'en avait pas fini. Le carnet volé, les pages enfouies, les menaces murmurées, tout indiquait une main toujours active, toujours désespérée. Le schéma était presque parfait. Mais avant qu'elle puisse le révéler, Miss Marple savait qu'un autre coup allait se jouer sur l'échiquier, peut-être le plus dangereux à ce jour. À l'aube du dimanche, le village de St. Mary Mead était tendu comme une corde de violon. Les ragots avaient tourné au vinaigre, perdu leur saveur d'antan. Il n'était plus satisfaisant de murmurer des querelles ou de spéculer sur des rencontres clandestines, maintenant que le malaise était plus profond, avec le sentiment que l'ombre qui planait sur eux ne se dissipera pas avant que quelque chose de pire ne survienne. Et comme Miss Marple le savait par de longues observations, la nature humaine se plie souvent à de telles attentes. Le révérend Goodwin dirige l'office du matin, les mains tremblantes. Son sermon était hésitant, rempli de platitudes sur la lumière qui perce les ténèbres, mais sa voix se brisa à mi-chemin, et Margaret dut le soutenir d'une main sur son bras. L'assemblée se retire en silence, évitant le regard des autres. La peur ne concernait plus seulement ce qui venait de se passer, mais ce qui pourrait encore arriver. Le soir, la peur s'est réalisée. Ce fut Madame Bantry qui donna l'alerte. À 7h30, revenant de chez un voisin, elle coupa le chemin qui longeait le cimetière. La porte de la sacristie était ouverte, oscillant légèrement au vent. Curieuse et inquiète, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et hurla. M. Symington, l'avocat, gisait étendu sur le sol de la sacristie, ses lunettes brisées, un bleu sombre se formant sur sa tempe. Contrairement à Howard, il n'était pas mort. Il gémit faiblement, un bras tressaillant contre la pierre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques minutes, la place se remplit de monde, se pressant malgré les cris de l'inspecteur qui lui demandait de reculer. « Tentative de meurtre !» s'exclama Madame Price Ridley, la voix tremblante, mêlée de peur et de triomphe. « J'avais dit que ça allait se reproduire, ne l'avais-je pas dit ?» D'autres murmuraient des prières, tandis que les enfants, réduits au silence par leur mère, fixèrent le tumulte, les yeux écarquillés. Le docteur Haydock arriva rapidement, se frayant un chemin à travers la foule. Il se pencha sur Symington, examina sa blessure et annonça « vivant, mais de justesse ». Il fallait le transporter immédiatement. Un autre coup pareil. Eh bien, il n'y aurait plus besoin de médecin. Son ton grave réduit au silence même Madame Price Ridley. L'inspecteur Crail était hors de lui. Il arpentait la pièce à toute allure, interrogeant quiconque se trouvait à sa portée. Qui avait vu Symington en dernier? Qui avait remarqué des étrangers? Qui était entré dans l'église? Les réponses arrivèrent par bribes. Symington s'était rendu à la sacristie après le dîner, disant vouloir vérifier certains documents. Personne ne l'avait vu sortir. Une silhouette sombre avait été aperçue près du mur du cimetière, mais homme ou buisson, personne ne pouvait le dire. Dans la confusion, chaque détail s'embrouille. D'abord Howard, maintenant Symington, tonna Crail. Ceci le prouve sans l'ombre d'un doute Giles ou Denham. La querelle des frontières, les notes qui y mènent. Un de ces hommes a frappé ce soir, prêt à tout pour faire taire Symington avant qu'il n'en dise plus. Les villageois hochèrent la tête, avides de certitude. Giles apparut au bord de la foule, fut accueilli par des regards hostiles.
Le colonel, lui aussi, se tenait immobile, la mâchoire serrée, tandis que des murmures l'entouraient comme des moucherons. Mais Miss Marple, bien qu'écoutée, ne partageait pas leur empressement. Le tableau n'était pas aussi net. Le bleu sur les tempes de Symington, comme celui d'Howard, était certes révélateur, mais les circonstances étaient différentes. Howard est mort, Symington avait pourtant vécu. Pourquoi cette différence? Question de hasard ou de volonté. Plus tard, après que Symington eut été transporté chez lui sous la surveillance du docteur Haydock, mademoiselle Marple s'attarda près de la sacristie. L'inspecteur était parti, toujours en râlant, la foule s'était dispersée et la nuit était profonde et silencieuse. Seul le léger grincement de la porte battante rompit le silence. Elle entra, ses yeux s'habituant à la pénombre. La pièce portait les marques d'une lutte acharnée, une chaise renversée, un tiroir entr'ouvert, des papiers éparpillés. Pourtant, au milieu de ce désordre, un détail retint son attention. Par terre, près du bureau, gisait un petit bouton en laiton, terne mais distinctif. Elle se pencha avec précaution et le ramassa. Non pas sur le manteau de Symington, elle avait remarqué ces boutons plus tôt, ronds et plats. Celui-ci était différent, orné, du genre qu'on voyait autrefois sur les uniformes ou les vestes de chasse d'antan. Elle le glissa discrètement dans son mouchoir. Les petites choses, se rappela-t-elle, racontent souvent les plus belles histoires. Le lendemain matin, St. Mary Mead se réveilla en proie à une fièvre de spéculation. C'était pour l'achever, déclara Madame Price Ridley. L'avocat en savait trop. Maintenant, il est réduit au silence, ou presque. Non, non, rétorqua mademoiselle Hartnell. C'était un avertissement pour nous tous. Quiconque parle pourrait être le prochain. Leurs voix s'élevaient par-dessus le tintement des tasses et le cliquetis de la porte de la poste, alimentant la panique qui s'emparait du village. Le colonel Denham, rouge de fureur, affronte Giles devant l'auberge. « C'est votre faute, monsieur. Vos satanés secrets ont semé le meurtre parmi nous. » Giles, pâle mais calme, rétorqua froidement. « Je n'ai rien à cacher. Mais vous, colonel, vous vous êtes disputé avec Howard. Peut-être avez-vous frappé plus fort que vous ne le souhaitez. » Les deux hommes s'affrontèrent, et seule l'intervention précipitée de M. Petrick évita les coups. La foule, cependant, avait déjà choisi son camp, murmurant sombrement en se dispersant. Au presbytère, Margaret Goodwin tremblait en parlant à Miss Marple. « Oh, Miss Marple, c'est affreux. D'abord le pauvre M. Howard, maintenant M. Symington. Léonard mange et dort à peine. Il craint que l'église elle-même ne soit souillée. Il a dit hier soir qu'il aurait préféré ne jamais venir à St. Mary Mead. » Miss Marple posa doucement sa main sur la sienne. « Courage, ma chère. La vérité a une façon d'émerger. Et quand elle le fait, les ombres se dissipent. Pourtant, ses propres pensées étaient un peu plus sombres, car elle sentait que la main derrière ses coups était habile, délibérée et encore invisible. La cire, les éraflures, la boîte à biscuits, les billets déchirés et maintenant le bouton en laiton, tout pointait dans la même direction, faible mais persistant. Un motif se resserre de plus en plus. Cet après-midi-là, le docteur Haydock lui rend visite. « Symington vivra, dit-il d'un ton bourru, mais il est faible, et je ne veux pas qu'il soit pressé de questions pour l'instant. » L'inspecteur était furieux, mais je lui ai clairement dit « Mon patient d'abord, la justice ensuite. » Pourtant, l'individu marmonna quelque chose avant de sombrer dans l'inconscience. Un seul mot, clocher. Étrange, non? Il le murmura 2 fois, puis s'éteignit. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. « Clocher », répéta-t-elle doucement. Pour d'autres, cela n'aurait peut-être rien signifié. Pour elle, c'était un fil, fin mais brillant, reliant l'ombre qui planait sur eux depuis le début. Car tout s'était passé sous la surveillance du clocher. La mort d'Howard, les billets volés, les menaces, et maintenant l'agression de Symington. Un symbole, peut-être, ou quelque chose de plus littéral. Elle resta assise longtemps après le départ de Haydock, son tricot immobile sur ses genoux. Le clocher, haut et gris, projetait chaque jour son ombre sur le village. Mais les ombres, Miss Marple le savait, ne tombaient pas sans un objet pour les projeter. Et quelque part dans ce fouillis de ragots et de peurs, de fanfaronnades et de secrets, se trouvait l'objet que le coupable avait frappé 2 fois et pourrait encore frapper. Le schéma était plus clair maintenant, bien que non complet, mais il le sera bientôt. Car Miss Marple sentait que le meurtrier devenait désespéré, et le désespoir finit toujours par se trahir. L'attaque contre M. Symington avait plongé St. Mary Mead et profondément triste. Lundi, le village avait à peine retrouvé sa gaieté.
Les rideaux étaient tirés plus tôt, les voix se réduisaient à des murmures, et même les enfants, d'habitude irrépressibles, marchaient deux par deux vers l'école, d'un pas calme. L'ombre du clocher semblait plus longue, plus sombre, comme si la pierre elle-même absorbait la peur de ceux qui vivaient sous elle. L'inspecteur Crail marchait avec une vigueur renouvelée, déclarant qu'une arrestation était imminente. Pourtant, derrière ces fanfaronnades, Miss Marple percevait un malaise. Il n'avait pas encore osé porter d'accusation formelle, et les preuves, malgré ses assurances tonitruantes, étaient fragiles. Le bouton retrouvé dans la sacristie, les notes déchirées, les murmures de querelle, tout indiquait des directions, mais aucune de concluante. Et Miss Marple, qui avait vu plus que quiconque la folie humaine, savait que la vérité ne résidait pas souvent dans les signes les plus criards, mais dans les plus infimes hésitations. Ce matin-là, elle se rend chez Symington. L'avocat, pâle et affaibli, était alité sous la surveillance sévère du docteur Haydock. « 5 minutes seulement, prévint le médecin. Pas de contre-interrogatoire, Jane. C'est mon patient, pas votre témoin. » Miss Marple lui sourit gentiment, s'assurant qu'elle ne ferait que lui présenter ses respects. Elle s'assit près du lit, son sac à tricot soigneusement plié sur ses genoux. Le regard de Symington, quoique embrumé par la douleur, s'aiguisa à sa vue. « Miss Marple, murmura-t-il d'une voix rauque. Ils essayèrent de m'en empêcher. « Silence maintenant, dit-elle doucement en lisant le couvre-lit. Pas besoin de t'énerver. Tu as prononcé le mot clocher, paraît-il. Tu voulais dire quelque chose de particulier. » Ses lèvres tremblaient. L'ombre du clocher. Howard l'avait dit. Il remarqua quelque chose. Ses forces l'abandonnèrent et il ferma les yeux. Miss Marple ne le pressa pas. Elle en avait assez. Des mots à moitié formés en disaient souvent plus que des discours. Elle quitta la maison, plongée dans ses pensées. Howard avait dit quelque chose à propos du clocher, quelque chose dont Symington se souvenait. Le clocher était plus qu'un symbole. C'était un point de vue, un repère, une présence qui dominait tout le village. De son ombre, on pouvait apercevoir des secrets. Peut-être Howard avait-il été témoin de quelque chose sous cet angle, quelque chose d'inoffensif pour les autres, mais révélateur pour lui. Cet après-midi-là, Miss Marple fit une lente promenade dans le cimetière, s'arrêtant souvent pour observer le terrain. Les villageois pensaient qu'elle se reposait simplement, son âge justifiant ses retards, mais en réalité, ses yeux ne manquaient pas grand-chose. Elle nota que l'ombre du clocher tombait à différentes heures, suivit son tracé sur les tombes, les murs et la porte de la sacristie. Oui, pensa-t-elle, il y avait quelque chose que Howard avait remarqué et dont quelqu'un d'autre avait craint qu'il ne parle. Le soir venu, Miss Marple résolut d'agir. Elle invita le colonel Denham, M. Giles, Mme Clegg et les Goodwin à prendre le thé dans son cottage, soi-disant pour discuter des comptes de la moisson. Personne ne pouvait refuser facilement la politesse, était encore monnaie courante à St. Mary Mead. L'inspecteur, apprenant la réunion, eut un sourire narquois. « Laissez bavarder avec ses amis, dit-il au sergent Wilkins. La vieille dame pense que le tricot résout tout. Mais Miss Marple ne tricotait pas pour le confort cette fois-ci. Elle préparait son examen final. Son salon était lumineux et accueillant, le feu crépitait, la théière fumait. Elle installa ses invités avec une fermeté douce, le colonel Denham dans le fauteuil, Jill, raide comme un piquet, près de la fenêtre, Madame Clegg s'agitant nerveusement au bord, les Goodwin côte à côte sur le canapé. Elle-même était assise dans son fauteuil habituel, les aiguilles claquant doucement, l'air bienveillant. Elle parla d'abord d'Howard sur un ton empreint de douce réminiscence. Un homme fidèle, quoique peut-être très observateur pour son propre bien. Il remarquait des détails, voyez-vous, des choses que les autres oubliaient. Pourquoi fit-il même une fois remarquer, Madame Clegg, que la cire de bougie ne devait jamais couler sur le sol du cœur? Madame Clegg cligna des yeux, surprise. Mais oui, Miss Marple, il était exigeant sur ce genre de choses. Et il avait raison, poursuivit Miss Marple, les yeux rivés sur son ouvrage. De la cire mal placée suggère que quelqu'un bouge là où il ne devrait pas, qu'il apporte de la lumière là où il devrait y avoir des ombres. Tout comme une éraflure près d'une porte de sacristie suggère que quelqu'un part, précipitamment, de petites choses, peut-être. Mais Howard en a pris note. Il les notait. Le colonel Denham renifla. Des notes et des gribouillis. On peut écrire tout ce qu'on veut. En effet, Miss Marple acquiesça avec modération. Il parlait aussi de limites. D'une conversation avec vous, colonel, et avec M. Giles. Des choses si simples, des pierres sur un terrain, peut-être une clôture. Mais pour Howard, elles méritèrent d'être consignées, et ce fut sa perte.
Parce que quelqu'un craignait ce que ces notes révélaient. Le silence régna. Giles serra les mâchoires, les poings du colonel. Madame Clegg se tord les mains. Les Goodwin restèrent figés. Les aiguilles de Miss Marple s'arrêtèrent. Elle leva enfin les yeux, son regard bleu perçant. C'est une chose curieuse, les boutons de cuivre. Ils racontent des histoires quand ils sont perdus. Un bouton retrouvé dans la sacristie, n'appartenant ni à Symington ni à Howard. Un bouton démodé provenant d'un manteau qu'on voit rarement de nos jours. Le genre qu'un homme pourrait porter pour préserver son image. Un colonel, peut-être. Denham se leva d'un bond, rouge de fureur. « Putain, madame, vous m'accusez? Accusatrice ?» Le ton de Miss Marple était doux. « Non, colonel. Simple observation. Mais je devrais peut-être ajouter que cette culpabilité se trahit souvent, non pas par les mots, mais par les réactions. Le coupable s'échauffe là où l'innocent reste froid. Le colonel ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. L'absence de sa femme s'était dissipée et la maladie semblait soudain évidente. La salle retenait son souffle. Miss Marple reprit son tricot, la voix calme. « Pourtant, je ne pense pas, colonel, que vous ayez frappé Howard. Votre colère est trop ouverte. » Non, la main était plus calme, plus désespérée. Quelqu'un qui craignait le regard d'Howard, ses notes, son souvenir de ce que révélait l'ombre du clocher. Quelqu'un qui se déplaçait à la lueur des bougies, qui cachait des restes dans une boîte à biscuits de sa propre cuisine, qui tremblait à chaque murmure. Ses yeux se tournèrent enfin vers le coin, où Madame Clegg était assise, le visage blême. La femme de ménage poussa un cri étranglé. « Non, je n'ai jamais voulu dire « Oh, Seigneur, pardonne-moi !» La salle s'est enflammée. Le colonel Denham criait. Giles jurait à voix basse. Margaret Goodwin se couvrait la bouche d'horreur. Mais Miss Marple leva la main, calme comme toujours. « Pas de paroles précipitées, s'il vous plaît. Ce n'est pas encore terminé. » Car Miss Marple savait que l'emportement de Madame Clegg ne marquait pas la fin du motif. C'était un autre point, certes, mais pas le dernier. La vérité était encore plus profonde, et elle devait la révéler, patiemment, soigneusement, jusqu'à ce que chaque fil soit en place. Ainsi, tandis que les autres haletaient et murmuraient, les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement à nouveau. Le tissage final se formait, et, bientôt, très bientôt, le motif complet apparaîtrait à l'ombre du clocher. Le salon du cottage de Miss Marple avait rarement été aussi tendu. Le colonel Denham se tenait raide comme un piquet près de la cheminée, le visage rouge de rage. Giles, les bras croisés, fixait le tapis d'un regard froid, son air distant teinté de malaise. Madame Clegg, tremblante, s'essuyait les yeux avec un mouchoir froissé, tandis que le révérend et sa femme restaient figés, consternés. Et au centre de tout cela, les aiguilles de Miss Marple claquèrent sans discontinuer, le rythme tranquille de son tricot étant le seul bruit de la pièce. Finalement, elle laissa son travail de côté et leva les yeux, l'air doux mais le regard perçant. Il est temps, je crois, de rassembler les fils de cette malheureuse affaire, car ce sont des fils, et une fois tissés, ils forment un motif très net. Personne ne parla, même l'inspecteur Crail, arrivé en retard et maintenant attardé dans l'embrasure de la porte, le sergent Wilkins à ses côtés, se tut. La voix calme et douce de la vieille dame sembla attirer l'attention. « Voyez-vous, commença Miss Marple, M. Howard n'était pas un homme d'imagination, mais d'observation. Il remarquait les moindres détails et, consciencieux, les notait. De la cire de bougie sur un sol où aucune bougie n'aurait dû couler. Une éraflure près d'une porte de sacristie. Des pierres qui bougent sur une ligne de démarcation. Il les voyait et les notait. Et ce fut, hélas, sa perte. Il avait vu, ou plutôt compris, quelque chose à propos de l'ombre du clocher. À une certaine heure de la journée, alors que le soleil était bas, l'ombre couvrait la limite entre le terrain du colonel et celui du cottage de M. Giles. Howard remarqua que la borne avait été déplacée et que l'ombre ne tombait plus là où elle aurait dû. Un détail pour certains, mais d'une importance juridique, comme M. Symington aurait pu l'expliquer. Les litiges fonciers ont déjà donné lieu à de nombreuses querelles. Elle marque une pause, le temps que les mots pénètrent. Le colonel Denham s'agita, mal à l'aise. La mâchoire de Giles se crispa davantage. Madame Clegg laissa échapper un léger gémissement. Howard, poursuivit Miss Marple, avait été précis. Il l'avait écrit jeudi limite Jill Denham. Il en avait peut-être même parlé, peut-être innocemment, à une ou deux personnes. Et quelqu'un, réalisant que ces notes pouvaient révéler leur légère altération, prit peur. Non pas du scandale, peut-être, mais de la dénonciation, de l'humiliation, de la perte de prestige. Et c'est ainsi que Howard fut réduit au silence, frappé en sacristie.
L'inspecteur Crail aboya avec impatience. « Oui, oui, mais qui? Denham ou Giles? Lequel est ce, madame ?» Miss Marple le regarda avec bienveillance. Ni l'un ni l'autre, inspecteur. Les deux hommes avaient raison de s'offusquer de l'intervention d'Howard, certes, mais aucun n'emportait le véritable fardeau. Non, c'était celui qui avait entendu, celui qui connaissait les notes d'Howard, celui qui ne pouvait pas risquer d'être découvert, celui qui avait constamment accès à la sacristie, qui pouvait s'y glisser à des heures indues, et qui avait une boîte à biscuits dans sa cuisine pour y cacher les pages déchirées. Ses yeux se tournèrent vers Madame Clegg. La femme de ménage poussa un cri étranglé. « Non, je n'ai jamais voulu dire « Seigneur, pardonne-moi ». Le ton de Miss Marple était doux, presque compatissant. « Vous n'aviez pas l'intention de le tuer, j'en suis sûr. Peut-être vouliez-vous seulement le faire taire, lui arracher le carnet avant qu'il ne puisse faire des bêtises. Mais dans la bagarre, un coup fut porté et Howard tomba. Après cela, vous avez paniqué. Vous avez tenté de détruire les preuves en déchirant des pages et en les cachant dans votre boîte à biscuits. Vous êtes même retourné plus tard à la sacristie, fouillant à la lueur des bougies, laissant de la cire sur le sol et une éraflure dans votre hâte. Lorsque Symington a commencé à s'intéresser à la question des limites, vous avez craint qu'il ne découvre ce que Howard avait enregistré et vous avez donc tenté de nouveau de le faire taire. Mais la chance l'a épargné, bien que votre coup ait failli lui être fatal. La salle était complètement silencieuse. Madame Clegg enfouit son visage dans son tablier, sanglotant sans retenue. Les autres fixaient, horrifiés, la femme qui époussetait leur banc et récurait leur sol depuis des années. « C'est souvent ainsi, » dit doucement Miss Marple. « L'âme humble et négligée, pressée par la peur et le ressentiment, peut agir avec un désespoir qui surprend tout le monde. Vous craignez d'être démasquée, Madame Clegg, non seulement pour avoir déplacé la pierre, ce que je soupçonne d'avoir fait à la demande d'autrui, mais aussi pour votre propre implication. Une petite tromperie, peut-être à la suggestion du colonel ou pour faire plaisir à M. Giles, semblait inoffensive. Mais une fois que Howard s'en est aperçu, c'est devenu périlleux. Et vous, la pauvre femme, en avez fait les frais. Le colonel Denham a fanfaronné. Mais bon sang, vous dites qu'elle a déplacé la limite pour moi. Je n'ai jamais posé la question. Miss Marple leva la main. Je crois, colonel, que vous avez fait remarquer distraitement, peut-être devant elle, combien votre épagneul pourrait courir plus facilement si la pierre se trouvait plus loin. Un mot anodin, sans plus. Mais pour Madame Clegg, désireuse de s'attirer ses faveurs, c'était devenu un geste. Elle déplaça elle-même la pierre, et lorsque le regard perçant d'Howard le remarqua, elle sut que la vérité éclatera. Gilles prit alors la parole, à voix basse. Et comme la ligne passait près de mon chalet, ils m'y ont branché. Je me demandais pourquoi Howard me regardait si bizarrement ces derniers temps. Miss Marple inclina la tête. Oui, la tragédie n'était pas le fruit de la malveillance, mais de l'incompréhension, de la peur et de la folie. Madame Clegg frappa pour se protéger et, ce faisant, ruina la vie même qu'elle cherchait à préserver. L'inspecteur Crail referma son carnet, mais son visage exprimait plus de gêne que de triomphe. « Tiens, tiens, marmonna-t-il, je suppose que la vieille dame a raison. Wilkins, emmenez-la en garde à vue. » Madame Clegg pleurait tandis qu'on l'emmenait, protestant faiblement qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer. Les villageois, en apprenant cela, secouèrent la tête, incrédules. Cette femme timide, cette femme de ménage entre toutes. Mais Miss Marple savait que ce n'était pas le cas. La nature humaine était infiniment surprenante, et la peur pouvait pousser même le plus humble à des actes désespérés. Dans les jours qui suivent, Sainte Marie Mead reprend peu à peu ses esprits. L'église rouvrit, ses cloches sonnèrent à nouveau, et les villageois reprirent leurs habitudes. Pourtant, un malaise persistait, comme la fumée après un incendie, car, si l'affaire était résolue, la certitude subsistait que le meurtre avait sévi parmi eux, non pas sous la forme d'un étranger ou d'un colonel fanfaron, mais aux mains d'une personne qu'ils avaient à peine remarquée. Au presbytère, Margaret Goodwin remercia Mademoiselle Marple, les larmes aux yeux. « Vous nous avez tous sauvés de tout soupçon, Miss Marple. Léonard peut enfin garder la tête haute. Le jeune vicaire lui-même dit simplement que Dieu vous bénisse, madame. » Le colonel Denham, assagi, murmura des excuses maladroites pour ses fanfaronnades. Giles reprit ses promenades solitaires, sa distance n'étant plus perçue avec suspicion, mais avec un respect circonspect. Et l'inspecteur Crail, bien que toujours pompeux, témoignait à Miss Marple une déférence renouvelée chaque fois qu'ils se croisaient. Un soir, alors que le soleil se couchait et que l'ombre du clocher s'étendait sur la verdure, Miss Marple était assise dans son jardin, son tricot sur les genoux.
Elle songea, non sans tristesse, à madame Clegg. « Quelle folie !» murmura-t-elle. « Penser qu'une pierre déplacée dans un mur puisse avoir plus d'importance qu'une vie humaine. Mais ainsi vont les choses. L'orgueil, la peur et un peu de folie tissent plus de tragédie que la malice ne le pourrait jamais. » Ses aiguilles claquèrent d'un nouveau doucement. Le village finit par oublier, comme toujours. Pourtant, Miss Marple se souviendrait de la cire, de l'éraflure, de la boîte à biscuits, du bouton, de l'ombre du clocher et de la façon dont chaque petit détail oublié l'avait menée à la vérité. Et ainsi l'ombre qui avait obscurci St. Mary Mead fut enfin levée, même si la leçon qu'elle portait demeurait que la nature humaine, dans sa faiblesse et sa folie, projette les ombres les plus longues de toutes.